Quand l'amarrage de l'avant est terminé, il faut encore retenir l'arrière, car il suffirait d'un coup de vent pour que le blimp se retrouve à la verticale. Dans son hangar, le ballon est à l'abri de tout danger. Ces opérations étaient accomplies quelles que soient les conditions météo. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Navy en a utilisé plus de 200. Pour la Navy, la difficulté d'atterrissage des ballons était un mal nécessaire. Pour elle, c'était la seule façon d'accomplir certaines missions particulières. Quelques mois après la fin de la guerre, l'US Navy a brutalement réduit sa flotte de dirigeables et les unités maintenues n'ont survécu que quelques années. Des centaines, voire des milliers d'hommes, ceux qui avaient en charge les opérations au sol, se sont retrouvés démobilisés. Dans le grand public, personne n'a jamais su les risques pris et les efforts déployés par ceux qui étaient aussi des héros. La guerre mondiale à peine finie, une autre a commencé. La menace était plus floue, les combats n'étaient plus réels. Mais avec la bombe atomique, le risque était encore plus grand. Les stratèges américains avaient absolument besoin d'un système d'alerte avancé pour contrer une attaque soviétique. Au début des années 50, les Américains ont utilisé des gros dirigeables pour former une sorte de ceinture de protection autour de leur territoire. Ces appareils étaient 10 fois plus gros que ceux qui escortaient les convois pendant la guerre. Ces blimps étaient équipés de grands radomes pour scruter l'espace aérien le plus loin possible. Ils ont été appuyés et progressivement remplacés par des constellations spéciaux. Ils constituaient un réseau de faisceaux radars qui aurait permis de gagner quelques précieuses minutes pour déclencher des représailles.
Goodyear s'est aussi lancé dans un autre projet, des avions gonflables qui, une fois repliés et dégonflés, ressemblaient à un gros paquet. Le GA-33, entièrement construit en caoutchouc, était un petit appareil de configuration classique, mais extrêmement innovateur. Son fuselage était constitué du même matériau que les dirigeables Goodyear, mais sa voilure et son empennage, qui devait être beaucoup plus rigide, utilisaient une technique tout à fait nouvelle, l'air mat. Cette démonstration donne une idée de la rigidité de l'air mat. Cet appareil a les mêmes surfaces mobiles que n'importe quel autre petit avion, mais il a tout de même quelques haubans supplémentaires. Goodyear a conçu et fabriqué son avion gonflable en 12 semaines pour répondre à une demande des militaires qui cherchaient un avion d'observation transportable. Le plus étonnant dans cet inflatoplane était sa pression de gonflage, du même ordre que celle d'un pneu de voiture. Le secret du GA-33, c'est l'air mat, un matériau constitué de fibres de nylon entrelacées qui permet d'obtenir des surfaces rigides. À nouveau ici la rigidité de l'air mat, et pourtant, une fois dégonflé, il peut se replier comme n'importe quel caoutchouc. Goodyear prévoyait un grand nombre d'utilisations pour son nouveau matériau. Au fil des ans, il s'est encore amélioré et il a fini par pouvoir prendre des formes extrêmement fines. L'avion gonflable était devenu possible. À l'automne 1952, le GA-33, le premier avion gonflable au monde, est prêt pour son premier vol. Son pilote d'essai, Dick Hulme, est installé dans un cockpit ouvert. Après un premier vol sans histoire, l'inflatoplane va être dégonflé et replié. Chez Goodyear, on considérait le GA-33 comme un appareil rudimentaire conçu uniquement pour prouver la viabilité des avions gonflables. Selon Dick Hulme, le GA-33 avait le comportement d'un petit avion conventionnel, mais son pilote, assis à l'extérieur, devait avoir beaucoup plus froid. Goodyear a cherché à améliorer son GA-33 avec une nouvelle technique de formage de l'air mat. Des versions plus sophistiquées vont apparaître. La voilure du GA-447 était supérieure à celle de ses prédécesseurs. L'air mat utilisé pesant moins lourd a profité aux performances. Les surfaces de contrôle du GA-447 étaient aussi plus résistantes et plus faciles à actionner. Cet appareil a même été équipé d'une instrumentation de base. Pour le pilote, la véritable amélioration, c'était la présence d'une verrière flexible. Il avait aussi des réservoirs plus grands car cette seconde génération d'inflatoplanes devait pouvoir effectuer des véritables missions. Il devait pouvoir parcourir plus de 300 km à 100 km/h. Comme il pesait plus lourd, il a fallu essayer plusieurs configurations de train d'atterrissage.
Le train tricycle du début a été abandonné au profit d'une roue unique comme sur les planeurs. Ce système fonctionnait convenablement. Le GA 447 étant désormais pratiquement au point, Goodyear a cherché à le décliner. Sa construction en caoutchouc et son moteur, installé au-dessus de son fuselage, ont conduit tout naturellement un appareil amphibie. Il a fallu mettre au point alors un système de flotteur. Le prototype fonctionnait parfaitement. En position haute, son moteur était à l'abri des projections d'eau et son fuselage pneumatique le rendait insubmersible. Son faible poids ne fatiguait pas trop son patin. Et en cas de besoin, avec sa roue, il pouvait encore atterrir sur la terre ferme. Celui-ci, peint couleur argent, est le deuxième inflatoplane. Il donne l'impression d'être très facile à piloter. Effectivement, ces essais ont montré que même la version la plus sophistiquée n'était pas d'un maniement très compliqué. Mais cette facilité de pilotage n'était pas tout, pas plus d'ailleurs que sa facilité de transport une fois dégonflé. Pour être opérationnel, il fallait aussi pouvoir le gonfler très vite. La conception de son emballage était aussi importante que celle de l'avion lui-même. Son pilote devait pouvoir se débrouiller tout seul, car on a pensé à parachuter des inflatoplanes aux pilotes abattus. Après les ailes, il faut déployer le fuselage. Une fois le moteur placé, il ne reste plus qu'à le gonfler. Le gonflage peut se faire à la main, mais il y a une bouteille de gaz comprimé. Ensuite, on se sert d'une pompe entraînée par le moteur. D'ailleurs, quand cet avion est en l'air, la pompe continue d'alimenter le fuselage en air comprimé pour maintenir une pression constante. La préparation demandait de 5 à 10 minutes.
Le pilote, comme n'importe quel pilote, devait faire le tour de son appareil et vérifier que tout fonctionnait. Il ne fallait pas oublier de l'attacher avant de lancer le moteur, un Nelson de 40 chevaux. Sans corde de sécurité, l'appareil aurait eu toute chance d'échapper à son pilote. Avant de décoller, le pilote doit faire sa checklist comme sur n'importe quel autre avion, mais en plus, il doit attendre que le gonflage soit complètement terminé. Le GA447, le deuxième inflatoplane de Goodyear, était tellement réussi que l'armée et la Navy en ont commandé une dizaine, mais uniquement dans un but expérimental. Goodyear pensait déjà à d'autres versions de son appareil, un modèle biplace et même une version à décollage vertical. On a également pensé chez Goodyear à des appareils gonflables plus gros pour récupérer des équipages entiers de bombardiers. Goodyear a même étudié une version à moteur fusée. De tous ces projets, le biplace, le GA466, est le seul à avoir été développé. Il tenait dans un conteneur de 75 cm sur 2 mètres et il pouvait être largué par parachute. Cette version biplace était plus facile à mettre en œuvre car son pilote n'était plus seul. Elle était comparable au GA447, mais en plus robuste, avec un moteur plus puissant et des réservoirs plus grands. Le biplace était considéré avant tout comme un avion de sauvetage. Il a été la dernière tentative d'avion gonflable. Ce programme a continué encore quelques années. Il n'y a eu que 2 accidents, mais ni l'Army ni la Navy n'ont voulu s'engager plus loin. Goodyear a abandonné son projet quand il s'est aperçu qu'il n'arriverait jamais à rentabiliser son investissement en recherche. Pourtant, l'inflatoplane ne coûtait pas très cher. Le premier aurait coûté 18 000 $, mais commandé en grand nombre, son prix aurait pu baisser jusqu'à 8 000 $ l'unité. Quel que soit le jugement qu'on porte dessus, ce concept était audacieux. Il avait été conçu avant tout pour récupérer des aviateurs abattus ou des personnes en détresse. Cette idée ressurgira peut-être un jour.
Goodyear s'est aussi intéressé aux engins spatiaux. Cette maquette de lifting body gonflable a servi aux études de la navette spatiale. Il se gonflait extrêmement vite. La rapidité de gonflage des structures en air mat a permis d'envisager d'autres utilisations. Goodyear pensait que son air mat pourrait servir à fabriquer des voilures de secours, par exemple. La principale qualité de ce matériau était sa simplicité. À condition d'être parfaitement étanche, aucune pièce mobile ne posait de problème. Une aile, une dérive, un empennage pouvaient jaillir en quelques secondes. Les opérations de sauvetage par avion ne datent pas d'aujourd'hui. Sans ce ballon à hélium qui positionne à bonne altitude le système d'accrochage, elles seraient impossibles. Aujourd'hui, les blimps militaires ont disparu. Il en reste quelques exemplaires à usage civil. Le principal opérateur en est Goodyear, qui dispose de véhicules en Amérique du Nord et d'un autre en Europe, le Europa. Pendant l'été, ils font des tournées qui sont plus des relations publiques pour Goodyear que de la publicité pour ce genre d'appareil. Pratiquement tous les blimps sont des Goodyear. La publicité aérienne, c'est aussi le remorquage de banderoles ou l'écriture dans le ciel. Mais aucune de ces techniques n'a l'impact du blimp. Avec lui, on peut même faire des animations lumineuses de nuit. Avec sa faible vitesse, sa stabilité et sa taille, le blimp est inégalable. Aujourd'hui, l'accostage des dirigeables se fait de la même façon qu'autrefois, mais il faut moins de monde car ils sont plus petits. Pour couvrir un événement sportif, le dirigeable est une plateforme d'une stabilité incomparable. En fait, le dirigeable d'aujourd'hui n'est pas très différent de celui des années 30 et 40. Il arrive aussi au blimp de se retrouver de l'autre côté de la caméra. La fascination du public pour ces engins n'a pas échappé aux producteurs. Ils participent souvent à des tournages de films. Il ne manque jamais de volontaires pour monter à bord des Goodyear en tournée.
Les blimps ne sont tout de même pas que des engins de loisirs, des panneaux d'affichage ou des plateformes pour caméras. Il y en a dans les Everglades, en Floride, pour observer les animaux sauvages. Ils peuvent aussi servir à surveiller un incendie ou à réaliser des explorations. On les utilise également pour tourner des documentaires, que ce soit sur le tourisme en Basse-Californie ou sur une ancienne route de diligence en Arizona. Ils peuvent aussi servir de laboratoire volant. Une des raisons du succès des blimps est leur faible coût d'utilisation. En moyenne, un dirigeable consomme en une semaine la même quantité de carburant qu'un jumbo jet pour se rendre de son terminal à la piste de décollage. Un blimp de la Navy a parcouru 14 000 km en 9 jours sans être jamais ravitaillé. Côté inconvénient, il y a surtout leur enveloppe. Elle perd de l'étanchéité à l'usage et il faut la remplacer tous les 6 ans. Certaines des nacelles qui volent encore aujourd'hui ont été construites avant la Seconde Guerre mondiale. On les a rééquipées avec des moteurs d'avions de tourisme, mais montés à l'envers avec des hélices propulsives. Leur pas doit d'ailleurs pouvoir être inversé, car c'est le seul moyen de freiner un blimp. Côté avantage, il ne faut pas oublier leur capacité de rester en vol stationnaire aussi longtemps que nécessaire. Ils peuvent aussi repartir en arrière et ils peuvent également soulever des charges importantes. Les équipes qui accompagnent les blimps modernes savent maintenant les maîtriser sans problème. Ces hommes ont probablement l'impression de faire partie d'un cirque ou de la tournée d'une vedette. Ils sont toujours très bien accueillis, car où que ce soit, qu'il s'agisse d'une petite ou d'une grande